chaque année surgissent des thèmes nouveaux. Évidemment, la question de la nature, lorsque mon ami Claude Obadia, qui coordonne ce cycle de cours, m'a contacté, m'a demandé si j'acceptais d'intervenir, je lui ai dit oui avec un certain enthousiasme, parce que c'est une question qui me paraît à la fois d'une très grande actualité, mais aussi d'une actualité intemporelle. C'est-à-dire, on la trouve déjà chez les philosophes épicuriens ou stoïciens. Le rapport à la nature est constitutif. Euh, on la retrouve chez Descartes, on la retrouve chez Diderot, chez Spinoza. Le rapport à la nature est vraiment constitutif de l'humanité. Nous savons bien que l'homme est un être de culture et que donc il se singularise et se distingue au sein de l'animalité par ce fait qu'il s'autoproduit par la culture. Si on entend par culture, au sens du mot latin colere, soigner, cultiver, prendre soin d'eux, la culture, c'est le soin que l'homme prend de la nature pour essayer de produire ces conditions d'existence, et l'homme ne s'affirme et ne se développe que par la culture, qui est une réappropriation de la nature, et il s'autoproduit ainsi, car, comme vous le savez, c'est Jean-Paul Sartre qui a beaucoup souligné cette affaire, l'homme n'est pas définissable une bonne fois pour toutes par une essence dont tous les traits seront arrêtés ad vitam aeternam. L'homme s'autoproduit par la culture, et la culture étant engagée dans le temps, devient une histoire. Il y a une histoire culturelle de la nature, et effectivement, c'est ce rapport nature-culture qui est constitutif. Naguère, d'ailleurs, ça faisait partie d'une des premières grandes problématiques qui était proposée aux professeurs de philosophie de terminale. Nature et culture, le mot et culture n'étant pas le signe d'une simple addition, mais étant l'indice d'un rapport constitutif. L'homme n'existe pas indépendamment de cette activité dynamique qu'on appelle culture et par laquelle il se réapproprie la nature. Avec quelle finalité? Bien théoriquement, avec pour finalité de s'accomplir, de s'autoproduire et d'advenir à lui-même comme être humain accompli. Oui, mais voilà, nous vivons une époque où une grave inquiétude pèse qui conduit à s'interroger sur le sens du devenir humain. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, avec la pollution généralisée, avec l'obsolescence programmée dont les grands trusts capitalistes sont responsables, vous qui avez des smartphones, vous savez très bien que tout est fait pour rendre ces appareils inutilisables au bout de quelques années pour faire de vous de nouveaux acheteurs. Nous vivons donc une société de gaspillage effréné. Nous savons que les ressources fossiles ne sont pas inépuisables et que, à terme, si l'humanité n'est pas capable de se ressaisir et de se demander de quelle façon elle conduit son rapport à la nature, les choses deviendront dramatiques. L'écosystème Terre, beaucoup le disent, et pas seulement les écologistes, l'écosystème Terre est en péril. Ce qui veut dire que si on appelle écosystème au niveau le plus général de la Terre, ce milieu avec lequel nous entretenons une relation nourricière, Marx disait que la nature est le corps non organique de l'homme. Donc la nature est notre corps non organique. Nous ne pouvons pas concevoir de nous affirmer indépendamment de cette relation constitutive avec la nature. Eh bien, si vraiment l'équilibre propre à l'écosystème est en péril, ce qui est en péril par transitivité, c'est l'humanité elle-même. Donc effectivement, la question est grave, et la question du rapport à la nature est une question sans doute récurrente dans l'histoire de la philosophie, mais aujourd'hui elle a pris une gravité singulière en raison des développements de la modernité. Alors, voilà l'introduction que je voulais faire pour essayer de camper un peu le décor, non pas des trois conférences, mais de la mienne déjà, mais peut-être qu'aussi mes amis Bertrand et Claude ici présents diront aussi quelques mots sur cela. Alors, j'ai voulu, après avoir eu un petit entretien de travail avec mon ami Claude Obadia, j'ai voulu aborder de front la question de la maîtrise de la nature.
qu'est-ce qu'on appelle maîtrise de la nature? Il y a beaucoup de sottises, de lieux communs pour faire peur, qui traînent partout sur cette question. Et comme vous le savez, dans la 6e partie du discours de la méthode, René Descartes explique qu'il juge nécessaire de rendre public les quelques connaissances qu'il vient d'acquérir et surtout les quelques réflexions sur la méthode, méthodos, le chemin qu'emprunte l'esprit pour penser tout haut, disons, et qu'il en vient à dire, voilà, j'ai cru devoir rendre public pour rendre service à l'humanité des connaissances qui, étant bien utilisées, pourraient nous rendre, je cite, comme maître et possesseur de la nature. Alors évidemment, on sait que Bacon disait, lui, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Évidemment, là apparaît le risque d'un énorme malentendu. S'agit-il d'être maître de la nature comme un dominus, c'est-à-dire un maître dans la Rome antique? Bientôt, hélas, on ne saura plus le latin et le grec en raison d'une réforme parfaitement réactionnaire qui voudrait relativiser l'enseignement des humanités. Mais bon, le maître, c'est le dominus, l'homme libre, par opposition ou par confrontation avec le servus, l'esclave. Et on appelle rapport de domination le rapport qui s'exerce entre le maître, dominus, et l'esclave, servus. Oui, mais voilà, est-ce que l'homme peut être le maître de la nature au sens où un homme en domine un autre? D'abord, première chose, la nature n'est pas un être humain. On peut éventuellement, dans une sorte de panthéisme naturaliste, voir dans la nature un être total, peut-être un peu comme Spinoza qui écrivait Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Bon, cette affirmation, évidemment, dessaisit Dieu de sa transcendance, puisque Dieu est immanentisé à toute la nature totale. Mais bon, laissons ça de côté. Est-ce que le rapport de l'homme avec la nature peut être un rapport de domination, comme le rapport de domination d'un maître avec un esclave? Que veut dire maître? Que veut dire maître dans l'expression comme maître et possesseur de la nature? Il faut d'abord insister sur le comme. Parce que si on dit comme, ça veut dire qu'on fait une comparaison. Mais dans une comparaison, les termes qu'on compare sont nécessairement distincts. D'accord? Parce que sinon, c'est plus une comparaison, c'est une identification. Donc, est-ce que l'homme peut devenir comme maître et possesseur de la nature, dit Descartes? Oui, sans doute, mais en quel sens peut-on comprendre la maîtrise? En effet, le mot maîtrise est polysémique. Je vais donner des exemples très simples qui, après, nous permettront de faire le take-off, le décollage vers les concepts. Je dis par exemple, je me présente au volant de ma voiture dans un virage, il y a marqué 50 km/h, vitesse limite. J'arrive à 70 et, évidemment, je sors de la route. J'ai perdu la maîtrise de ma voiture. Ici, le concept de maîtrise signifie la capacité d'agir en ne produisant que les effets qu'on désire. Ce qui veut dire que quand je conduis ma voiture, évidemment, j'ai aucune envie de sortir de la route, vous me l'accorderez. Et si je sors de la route, je produis un effet que je ne voulais pas. Donc on dira, il a perdu. Alors on dira, le philosophe Pénaruis s'est tué au volant de sa voiture, il a perdu le contrôle de sa voiture. On dira, il a perdu la maîtrise de sa voiture. Mais ici, la maîtrise ne définit pas un rapport de domination d'une entité extérieure. Il définit plutôt un rapport de contrôle de soi. Et de contrôle de soi comme médiation du contrôle de la chose. C'est-à-dire que je dois me contrôler, au sens où je dois éviter d'appuyer trop fort sur l'accélérateur, je dois éviter, si je suis pressé, d'appuyer trop vite sur l'accélérateur ou trop fort,
Et ce contrôle, ce self-control, comme on dit, mais j'aime pas beaucoup le franglais, mais ce contrôle de soi, on peut dire les choses en français, disons-les en français, ce contrôle de soi est la médiation du contrôle de la voiture. Et cette idée d'une maîtrise éthique qui porte sur l'être, comme médiation d'une maîtrise technique qui porte sur la chose, n'a rien à voir avec un rapport de domination. Ça n'a pas de sens de dire que je domine ma voiture. C'est-à-dire que je conduis ma voiture de telle façon que j'obtiens d'elle les effets que j'en attends. D'accord? Je dirais, si vous voulez, que là, on a un paradigme, un modèle concret de la maîtrise qui est un modèle technique. Mais on pourrait concevoir un autre modèle de la maîtrise, c'est un modèle esthétique ou artistique. Je suis pianiste, je joue une étude de Chopin, et pof, je fais une fausse note. Ça veut dire que, pour l'heure, je n'ai pas encore la maîtrise du morceau à exécuter, puisque je fais des fausses notes. Donc on appelle, effectivement, maîtrise au sens esthétique ou artistique, la capacité d'exécuter une pièce musicale sans fausse note. C'est un second modèle artistique ou esthétique, si vous voulez, qui est assez proche, si on y réfléchit, du modèle technique. Enfin, il y a un troisième modèle de la maîtrise. Auguste dit, dans Cinna, « Je suis maître de moi comme de l'univers ». Mais là, évidemment, il va nous tromper, parce que c'est Alexandrin de Corneille met en jeu et en regard deux maîtrises. Je suis maître de moi, qu'est-ce? C'est la maîtrise au sens stoïcien. Être capable de maîtriser ses représentations, être capable de maîtriser ses réactions, étant entendu que pour les stoïciens, la distinction majeure, c'est les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Il ne dépend pas de moi de recevoir une grosse branche sur mon bras, une grosse branche qui va me casser le bras. Ça advient du fait d'une rencontre de deux séries causales. Je marche dans la forêt. Mais il dépend de moi, par exemple, de retenir le cri et d'essayer de faire en sorte que je contrôle ma réaction. Le sage stoïcien qui retient le cri se maîtrise. Et la maîtrise éthique est effectivement peut-être le paradigme d'une maîtrise plus générale qui est la maîtrise de soi. Quelqu'un me bouscule dans le métro, c'est hélas très fréquent. Je retiens un mot injurieux ou même un geste violent, je me retiens. Dans la retenue, il y a la maîtrise de soi, bien entendu. Et nous savons bien que cette maîtrise, que j'appellerais une maîtrise éthique, est ô combien essentielle à la conduite lucide de la vie. Alors, maîtrise technique, maîtrise éthique, maîtrise artistique. Où est la domination là-dedans? Nulle part. Alors oui, on peut dire je domine mes bas instincts, etc. Mais vous comprenez bien que la notion de domination, ici, n'a pas le sens qu'elle peut avoir lorsqu'on parle d'un maître qui domine un esclave, d'un rapport de domination, ou d'un homme qui domine sa femme, ce qui est encore hélas trop fréquent dans les sociétés patriarcales. Vous comprenez bien que le concept de maîtrise comme domination et le concept de maîtrise comme maîtrise éthique, technique ou artistique sont deux choses distinctes. Alors là-dessus, quand Descartes dit devenir comme maître et possesseur de la nature, on commet un double contresens. Si on oublie le comme, et si on fait semblant de croire que Descartes théorise une domination. Ça n'a pas de sens de dire qu'on domine la nature, au sens strict. Par métaphore, ça peut avoir un sens. Quand on se servait encore il y a quelque temps, de façon éhontée, le capitalisme international se servait de l'Afrique comme d'une poubelle pour mettre ses déchets. Les Africains se sont révoltés à juste titre, comme les Hindous qui ont refusé aussi, les Indiens qui ont refusé de désarmer l'ex-Pabo France et qui ont dit
reprenez vos saletés, reprenez vos saletés chez vous, qui ont renvoyé. Bon, effectivement. Alors, effectivement, le mot maîtrise chez Descartes n'a pas la signification d'une domination. Et là, je crois que, par exemple, quelqu'un comme Heidegger raconte des sottises absolues lorsqu'il fait semblant de croire que, par maîtrise, Descartes entend domination, et qu'il oublie dans son commentaire de Descartes le fameux comme. Et ainsi, on a pu voir des gens plutôt intelligents, même si quelquefois ils mettent leur intelligence au service de l'infamie. Ce qui fut le cas quand même de Heidegger, qui n'a jamais rien dit contre les abjections d'Hitler. Mais quand on entend même Michel Serres dans Le Contrat naturel qui impute à Descartes la responsabilité des développements les plus déplorables de notre humanité, qui disait « Regardez ce qui s'est passé quand un philosophe a dit qu'on pouvait devenir maître de la nature. » Et on range, hélas, Descartes parmi les responsables des développements les plus déplorables de la modernité. Et les théologiens en remettent une couche, comme Monseigneur Lustiger ose dire, que le rationalisme des Lumières est à l'origine des camps de concentration, dans le choix de Dieu. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, à partir d'une sorte de contresens, alors qui peut être de bonne foi, les ignorants peuvent se tromper par ignorance, mais qui peut être aussi de mauvaise foi. J'ai du mal à croire que Heidegger, qui était un homme lettré, cultivé et fin, ait pu se tromper sur le sens du mot maîtrise chez Descartes. J'ai vraiment beaucoup de mal à le croire. De même, j'ai du mal à croire que le cardinal Lustiger, qui est aussi un homme extrêmement cultivé et fin, ait pu se tromper sur le rationalisme des Lumières. Mais il reste qu'aujourd'hui, c'est un lieu commun que de dire « Regardez où a conduit le rationalisme cartésien, regardez la déprédation de la nature, etc. » Je voudrais, en suivant, d'ailleurs, là je ne suis pas original, je suis mon grand ami Pierre Guénancia, qui a écrit un magnifique article sur Descartes et la technique, et Descartes et la maîtrise de la nature, qui lave évidemment ce malheureux Descartes de tout soupçon en la matière. Alors, je voudrais, avant d'aller plus avant, maintenant qu'on sait pourquoi on parle de Descartes, je voudrais quand même vous rafraîchir la mémoire. Vous connaissez tous cette partie extraordinaire du discours de la méthode, où surgit le thème de la quasi-maîtrise de la nature par l'homme. Voici donc le texte. Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, par physique il entend la connaissance de la nature, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusque à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grondement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Donc, Descartes annonce la couleur, il veut rendre publiques ses découvertes parce qu'il a le souci du bien général de l'humanité, le souci de l'intérêt général. Le projet cartésien est donc clairement éthique. Je veux faire le bien des hommes. Et en quoi est-ce que je puis faire le bien de tous les hommes en rendant publiques les quelques notions que je viens d'acquérir de la physique, qui tranchent avec l'aristotélisme, etc. Voilà ce que Descartes va nous dire maintenant. Je veux faire le bien de l'humanité. Le projet est explicitement éthique. Continuons. Car ces connaissances, donc, elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature.
Nous voici rendus au port. L'intention de Descartes est limpide. Il ne s'agit pas d'aggraver la condition humaine par la pollution. Il s'agit au contraire de l'améliorer par l'utilisation raisonnée et sage des connaissances physiques qui nous permettent, sur la base de la connaissance des éléments, l'eau, l'air, le feu, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a la panoplie de l'observation de la façon dont la nature produit ses effets. Allez, une petite image poétique. Je me promène au bord de l'eau, un courant d'eau soulève la branche d'un saule qui trempe dans le flot, et je me dis, tiens, ce courant d'eau a une force motrice qui soulève cette branche, qui retombe, qui la soulève, qui la retombe, etc. Image poétique d'un saule qui trempe dans l'eau avec le courant qui soulève la branche. Mais la nature ici produit un effet. Quel est-il? Le mouvement. Le courant d'un fleuve produit du mouvement. Si en lieu et place d'une branche, il y avait une roue à aubes, et que, par un ensemble de dispositifs techniques, on pouvait transmettre effectivement le mouvement, disons, rectiligne du courant vers un mouvement rotatif, par exemple d'une meule, qui, s'actionnant sur une autre meule, pourrait moudre le grain, ce ne serait plus à l'homme de moudre le grain, ce serait à la force de l'eau de moudre le grain. Donc, on observe la façon dont la nature produit ses effets, on se dit qu'il y a des lois, et on décide d'utiliser les lois pour faire en sorte que la nature produise des effets utiles à l'homme, et non pas seulement les effets qu'on peut observer communément. Alors évidemment, la nature qui soulève la branche de saule qui retombe et qui la soulève à nouveau, ça nous fait rêver au bord de la rivière. Mais cette nature, ce courant du fleuve qui pourrait actionner les meules d'un moulin, ça peut nous faire rêver, mais ça veut dire qu'effectivement, par l'observation de la façon dont la nature produit les effets, on peut décider d'en produire de nouveaux et finalement conduire la nature à produire des effets qu'elle ne produisait pas spontanément, c'est-à-dire moudre le grain. La nature ne va pas moudre le grain de blé spontanément et faire de la farine. C'est moi, avec mon industrie, comme dirait Descartes, avec mon ingéniosité, en ayant observé la façon dont la nature produit les effets, c'est-à-dire en respectant les lois de la nature, qui fait ça. Voilà le projet de Descartes. Mais si des industriels peu scrupuleux, ils ne l'étaient guère au XIXe siècle, aujourd'hui ils ne le sont que lorsqu'ils sont contraints par des lois, décident de produire à n'importe quel prix humain, n'importe quel prix écologique, et que par exemple ils polluent, parce que au lieu de mettre des puits de décantation et des filtres dans les cheminées, ils rejettent dans l'air de l'oxyde de carbone, et que cette pollution nuit beaucoup, notamment aux personnes âgées asthmatiques qui meurent souvent en période de forte pollution. On leur recommande de rester chez elles. Quand à Paris il y a des pics de pollution, on recommande aux personnes âgées de ne pas trop sortir. Pourquoi? Parce que faisant un effort physique, elles vont respirer plus activement, elles vont ingérer plus activement les particules d'oxyde de carbone qui seront très néfastes pour leur santé. Mais produire de la pollution en prétendant produire ce qui est utile à l'homme, c'est quoi ça? C'est de la maîtrise? Non, c'est tout le contraire de la maîtrise. Parce que là, en faisant de la pollution qui va effectivement compromettre la santé humaine, on produit un effet inverse à celui qu'on vise. Donc, ce n'est pas par excès de maîtrise qu'on pêche. Descartes serait vivant, il dirait que la pollution liée aux industries ne traduit pas la maîtrise de la nature, mais au contraire un défaut de maîtrise. Parce que si je produis un effet que je n'avais pas visé, ça veut bien dire que je ne maîtrise rien du tout. Vous êtes d'accord? Donc toutes les thématisations idéologiques, qu'elles proviennent des théologiens, ou qu'elles proviennent de Heidegger ou de l'ontothéologie, etc., qui prétendent que la science et la technique ont conduit à la domination prédatrice de la nature, sont des sottises. Ce n'est pas par excès de science
qu'on fait du mal à la nature, c'est par défaut de science. C'est pas par excès de technique, c'est par défaut de technique. Parce que la maîtrise technique suppose qu'on n'obtient que les effets qu'on vise. Et si on obtient un effet qu'on ne visait pas, ça veut dire alors qu'on n'est pas dans la maîtrise, mais dans la non-maîtrise. Vous comprenez cela? Il faut bien comprendre cela. Si l'homme dégrade la nature, c'est pas par excès de maîtrise de la nature, c'est par défaut de maîtrise. Si du moins vous acceptez mon idée que la vraie maîtrise se définit comme la capacité de ne produire que les effets qu'on vise. Maîtrise esthétique, j'exécute une sonate de piano sans fausse note. Là, je peux dire que je maîtrise mon morceau. Ça ne veut pas dire que je la jouerai bien, que je la jouerai bien, parce que pour jouer bien Chopin, il faut aussi avoir la capacité de rendre une certaine affectivité, etc. Donc il ne suffit pas que quelqu'un qui a virtuose exécute sans fausse note un morceau de Chopin pour qu'il le joue bien. On aime bien qu'en plus, comme le fait par exemple admirablement Claudio Arrau en exécutant les nocturnes et les études de Chopin, non seulement il fait jamais de fausses notes, mais en plus, il nous touche l'âme, quoi. Donc voilà, bon, ça vous donne une petite idée. Si vous voulez écouter les études de Chopin, allez voir les études de Chopin par Claudio Arrau, vous verrez, vous serez bouleversé. Bon, donc effectivement, la maîtrise esthétique, la maîtrise technique et la maîtrise éthique dont parlent les stoïciens conduisent à n'obtenir que les effets que l'on vise. Et le défaut de maîtrise, esthétique, technique ou éthique, produisent des effets inverses. Ce qui veut dire qu'effectivement, on ne peut pas attribuer à la formule de Descartes les méfaits qu'on lui attribue généralement dans un discours vulgaire, soit dans le ressentiment des théologiens contre le rationalisme des Lumières, qui ne loupent pas une occasion de dire des bêtises. Quand le cardinal Lustiger dit que le rationalisme des Lumières a conduit au camp de concentration, mais il délire. Qu'est-ce qui a conduit au camp de concentration? C'est la théorie de la race, supposée effectivement supérieure, c'est la passion triste du racisme. La raison technicienne, la raison calculatrice chère aux anglo-saxons peut effectivement fournir le zyklon B. Mais personne n'obligeait les nazis à utiliser le gaz zyklon B dans les chambres à gaz, c'est-à-dire une goutte de poison, pour tuer d'un seul coup, en quelques secondes, les malheureux juifs entassés dans les chambres à gaz qui déjà allaient expirer parce qu'ils n'avaient pas assez de volume d'air à respirer. On ajoute une goutte de zyklon B. Qui est responsable? La science? La technique? Non. La passion raciste, qui est une passion triste. D'ailleurs, c'est une passion triste, c'est une passion fausse, puisque poser que le concept de race soit pertinent pour les hommes est déjà la première absurdité. Il n'y a qu'une race humaine. Donc déjà, ne nous trompons pas de diagnostic. On ne peut pas attribuer à la science et à la technique ce qui est attribuable aux passions tristes de la domination. Alors certes, vous me direz, mais s'il n'y avait pas eu la science, il n'y aurait pas eu le gaz zyklon B. Soit, je vous l'accorde. Mais il n'y avait pas nécessité d'utiliser le zyklon B pour faire le génocide juif. Ce sont des hommes qui, en poursuivant un projet politique abject, qui décident d'utiliser le gaz zyklon B. Le zyklon B peut être utilisé pour d'autres choses, qui peuvent être utiles à l'homme. Mais quand Descartes dit « je veux que ce soit utile aux hommes », il est clair qu'il a un projet éthique. Aujourd'hui, Descartes serait le spectateur de notre monde. Je prétends qu'il serait, je ne veux pas dire qu'il serait du côté des écologistes, ce n'est pas une question politique. On n'est pas dans la politique politicienne, mais il serait sans doute du côté de ceux qui disent, qui en appelleraient l'humanité à maîtriser davantage son geste vital, son geste économique, pour faire en sorte qu'effectivement, on ne dégrade pas la nature. Fukushima, qui dégrade pendant à peu près une génération, dans les estimations les plus optimistes,
les conditions de vie des Japonais, parce qu'on a construit, TEPCO, entreprise privée, a construit une centrale nucléaire en ne respectant que le degré 7 qui avait été prévu de secousse sismique et de danger véritable, alors qu'on avait prévu que le degré 9 pouvait être atteint, quand pour faire des économies et faire du fric dans notre société capitaliste, on décide de construire la centrale avec un système de protection inférieur à ce qui a été prévu, certes dans les pires prévisions, mais à ce moment-là, ça veut dire « Oh, c'est très peu probable qu'il y ait du neuf ». Quand bien même ce serait très peu probable, le principe de précaution, cher à Jonas et à d'autres, impliquerait qu'on prenne en compte le taux de risque le plus élevé quand on construit une centrale nucléaire, n'est-ce pas? Donc, n'imputons pas à la science, à la technique, les dégâts déplorables de Fukushima. Ne nous trompons pas de diagnostic. Si la nature est dégradée à ce point, c'est parce que l'homme fait un mauvais usage des connaissances scientifiques et techniques et qu'il ne se règle pas sur l'idéal de sagesse que présentait Descartes, effectivement, dans la sixième partie du discours de la méthode, parce que, qu'on le veuille ou non, l'idéal de Descartes, ce n'est pas un idéal scientiste, c'est un idéal, effectivement, éthique. D'ailleurs, dans les règles pour la direction de l'esprit, régulées ad ingeni directionem, que dit Descartes? Il dit que les connaissances particulières que l'on acquiert n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans un processus général de rationalité et de connaissances qui permettent à l'homme de mieux vivre, c'est-à-dire d'atteindre des finalités éthiques. Donc évidemment, vous comprenez que la lecture heideggerienne ou la lecture théologienne de Descartes sont toutes les deux des lectures, à mes yeux, fausses, idéologiquement sans doute réglées, ressentiment contre le rationalisme des Lumières, ou rejet d'une certaine modernité, mais effectivement, il y a des choses déplorables dans notre modernité. Par exemple, regardez quelque chose de très déplorable. Jamais l'humanité n'a produit autant de richesses. Et pourtant, il y a de nouvelles figures de la misère. La misère, disait Victor Hugo, c'est pas seulement la pauvreté. La pauvreté, c'est avoir peu pour vivre. La misère, c'est ne pas avoir assez pour vivre. Comment peut-on supporter, lorsqu'on est jeune et généreux comme vous, cette coexistence scandaleuse de l'opulence qui ruisselle dans les vitrines des sociétés de consommation et de cette misère de ce type qui grelotte sur le quai de la Seine sous les tentes fournies par Don Quichotte? Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Donc, effectivement, on a des raisons de faire le procès de notre société parce qu'elle nous heurte, mais ne faisons pas un mauvais procès en disant tout ça c'est de la faute de la science, de la technique et de Descartes. Ce que dit Michel Serres, par exemple, dans le contrat naturel, et ce que dit Heidegger dans ses leçons sur Nietzsche et dans la critique qu'il croit devoir faire de Descartes, en y voyant une sorte de subjectivité qui veut s'emparer de tout, qui force la nature à répondre à ces questions. D'ailleurs, Heidegger utilise une métaphore. Quand j'étais enfant, d'ailleurs, ça fait rire parce que ça me ramène en enfance. Vous savez, on parlait des pirates. Quand un bateau arraisonnait un autre bateau pour en prendre les richesses, et les pirates se lançaient d'un bateau sur l'autre, avec les grappins et tout ça, zigouillaient tous les gens qui étaient dans le bateau, qui ramenaient des victuailles et de l'or et tout ça, et prenaient tout ce qu'il y avait dans les cales. On appelait ça l'arraisonnement. Mais qui arraisonne? Ce sont des hommes qui arraisonnent un bateau où il y a d'autres hommes. Donc, quand Heidegger utilise le terme d'arraisonnement en disant que la nature est arraisonnée par l'homme, c'est insensé. Alors bien sûr, on a le droit de faire des métaphores en philosophie, mais je trouve que la métaphore n'est pas du tout éclairante. Elle n'est pas du tout éclairante. Je veux dire que quand TEPCO fait une centrale à Fukushima niveau 7 de protection alors qu'il faudrait le niveau 9 pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est pas un arraisonnement. Alors, disons que c'est une métaphore. C'est-à-dire que TEPCO prend prend d'assaut la nature, la trucide ou va la vaincre, mais quel sens ça peut avoir?
Alors ce que veut dire Heidegger, parce qu'il faut lui donner la parole, c'est que la tendance d'une certaine technique conquérante, c'est non pas une technique conquérante, les hommes qui veulent faire une technique comme ça, la tendance c'est de réduire la nature au calculable. Bah oui, là, effectivement, on se dit, on calcule le risque qu'il y a à faire une centrale, et comme il y a de gros risques avec le nucléaire, comme vous le savez, hein, la fission de l'atome, c'est pas un processus anodin. Alors là, effectivement, on choisit dans le calcul, on choisit le risque moindre. On dit on fera du 7 et non pas du 9. Moralité, c'est 9 qui advient, et c'est une génération de Japonais autour de Fukushima qui vont se payer des conditions déplorables. Donc là, mais qui calcule? C'est pas la raison. Enfin, bien sûr, la raison est puissance de calcul dans sa définition anglo-saxonne réductrice, mais elle est aussi puissance éthique chez Kant. La raison pratique, c'est la capacité de se donner à soi-même sa loi, qui est une loi éthique. Agis de telle manière que tu considères l'humanité de la personne d'autrui comme une fin et jamais simplement comme un moyen, ça c'est une loi éthique. Et qui la donne, c'est la raison. La raison comme puissance éthique, et pas seulement comme puissance calculatrice. D'accord? C'est-à-dire que les types qui construisent la centrale, en admettant par leur calculabilité un risque 7 alors que des prévisions sérieuses ont dit risque 9, ceux-là prennent l'écrasante responsabilité alors que la science leur a dit le risque 9. Ils prennent la responsabilité par appât du gain, vite fait, bien fait, de faire des centrales qu'avec 7. Mais qui incriminait? La raison? La technique? La science? Mais non, c'est complètement insensé comme diagnostic. Il faut incriminer cette passion du plus avoir, incriminons la pléonexia, c'est-à-dire incriminons l'avidité capitaliste qui se fout éperdument des risques écologiques ou des risques humains, au point de les externaliser, comme on dit pudiquement à Sciences Po, l'externalisation des coûts. C'est-à-dire que la protection des coûts écologiques ou la protection des coûts humains ne figure pas dans les livres de compte des entreprises. Volkswagen a fait des voitures qui polluaient 50 fois plus que les taux de mesure, parce que les ordinateurs de mesure étaient faussés, moyennant quoi il a vendu plein de bagnoles, réputation du Made in Germany, et il a pollué partout. Moi, je pense qu'on devrait interdire les voitures Volkswagen en France, purement et simplement. Mais ça, c'est de la politique, hein. Excusez-moi. Mais je veux dire que quand un constructeur automobile qui vend des millions de bagnoles, des millions de voitures, est capable de fausser les choses au point de diffuser des voitures qui polluent 50 fois plus que ce qui est marqué dans les instruments de mesure, je veux dire, il y a un problème. Mais ne nous trompons pas de diagnostic. Qui pollue la nature? Et qui, polluant la nature, pollue les hommes et fait crever des personnes âgées en période de pic de pollution? Qui le fait? La science? La technique? La raison? Allons bon. Certes pas. L'appât du gain. Le souci de gagner plus. C'est tout. Ne nous trompons pas de diagnostic. Alors voilà, la nature, c'est effectivement, et je terminerai là-dessus, j'ai presque dépassé mon temps, ou tu me donnes 2 minutes encore? Encore 2 minutes. J'ai mon chef là qui me dit, tu me fais les ciseaux, hein, quand tu veux que je coupe, tu m'arrêtes. Mais nous allons conclure cette analyse, j'espère qu'elle est claire, j'espère que vous voyez bien ce qu'on peut entendre par maîtriser la nature, la quasi-maîtrise de la nature théorisée par Descartes. Nous allons boucler cette rapide leçon. Pardonnez-moi, je suis un peu schématique, mais enfin, j'espère que l'essentiel est acquis. Nous allons boucler. Il est clair que la préoccupation du rapport à notre milieu naturel ne peut pas être un luxe, ne peut pas être un supplément d'âme. La refondation écologique de l'économie est une nécessité humaine. Ça ne peut pas être quelque chose qui serait contingent, qui pourrait être ou ne pas être. Pas seulement pour des raisons de calculabilité, qui consistent à dire qu'au train où vont les choses, dans 50 ans, on n'aura plus aucune énergie fossile à disposition. Pas seulement pour ça. Parce que, à l'heure qu'il est, à l'heure d'une économie entièrement mondialisée, un nuage
radioactif ne s'arrête pas aux frontières. C'est-à-dire du point de vue de l'écologie, nous sommes nécessairement cosmopolites ou cosmopolitiques. C'est-à-dire que nécessairement, le cosmos, le monde, est notre cité, polis. Très beau thème qu'on trouve chez les stoïciens. C'est Marc Aurèle qui disait « En tant qu'Antonin, je suis citoyen de Rome. En tant qu'homme, je suis citoyen du monde. Cosmopolitis. » Donc aujourd'hui, la question de l'écologie est une question clé, mais elle n'est pas distincte de la question sociale. Parce que effectivement, produire toujours plus dans une économie qui se prend elle-même pour fin, qui ne réfléchisse pas sur ses effets, c'est irresponsable. Il y a quelque temps, d'ailleurs, vous savez, les banques qui avaient joué au loto avec la crise des subprimes étaient au bord du gouffre. Et qui les a sauvés? Des fonds publics. Ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est que les néolibéraux, l'école de Chicago, Friedman, Hayek, qui ont inspiré Madame Thatcher, There is no alternative, eh bien, les néolibéraux n'ont pas hésité à défendre un principe d'économie assistée. Parce que qui assiste qui? Si on externalise les coûts sociaux et les coûts écologiques d'une production, et qu'on les laisse à la charge de la société et de l'État, alors que par ailleurs, toute intervention de l'État est vilipendée, on est en pleine contradiction. Puisque, comme vous le savez, le credo du néolibéralisme, c'est de dire que l'acteur qui prend une initiative économique doit assumer intégralement tous les coûts de son initiative. Il ne peut pas laisser des coûts à la charge d'autrui. Et s'il les laisse à la charge d'autrui, ça veut dire qu'il est assisté. L'économie capitaliste, en externalisant les coûts écologiques et les coûts sociaux et les coûts humains, est donc une économie assistée. Ça ne manque pas d'air. Quand on pense que ces gens-là, ces turiféraires du capitalisme mondialisé et décomplexé, prétendent que les droits sociaux seraient un assistanat. À ceci près que ce sont les droits sociaux qui ont forcé le capitalisme à s'humaniser et à cesser d'envoyer des enfants travailler au fond des mines. Donc effectivement, vous voyez, la question écologique n'est pas une question, comme la question sociale, qu'on pourra rejeter en dehors d'une économie. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Quand vous avez des gens qui vous disent « faisons d'abord une bonne économie, et on verra après si on peut faire du social ou on verra après si on peut faire l'écologique », ils conçoivent le social et l'écologique comme un supplément d'âme. Le supplément d'âme d'un monde sans âme, bien entendu. Mais non, le social et l'écologique peuvent pas être un supplément d'âme. Ils sont l'essence et la finalité même. Si je produis des richesses, c'est théoriquement pour satisfaire des besoins humains. Et si on oublie ça, on externalise les coûts humains, on externalise les coûts sociaux, on externalise les coûts écologiques. Et aux collectivités publiques de se débrouiller. C'est actuellement l'État japonais et la collectivité publique de l'État japonais qui se débrouillent avec l'irresponsabilité ou les conséquences de l'irresponsabilité de TEPCO. TEPCO n'étant pas solvable, ne pourra jamais réparer à elle seule les dégâts causés par la catastrophe de Fukushima. Alors qui assiste qui? Vous voyez, la protection de la nature, ou plus exactement, le rapport responsable à la nature, ça ne veut pas dire qu'on protège la nature comme un père protège son enfant. C'est-à-dire que l'on s'efforce de respecter le principe responsabilité. Qu'est-ce qu'être responsable? C'est être capable de maîtriser les conséquences lointaines de son action. L'irresponsabilité, c'est effectivement le fait qu'on ne maîtrise pas ces choses-là et qu'on laisse à autrui. Donc, ce sera ma dernière phrase. Je crois que cette question de la maîtrise de la nature est aujourd'hui, comme vous le voyez, une question essentielle qui nous interroge radicalement sur la façon dont l'homme produit et répartit la richesse et qui pose la question des fins. Là où, ordinairement, nos économistes ne posent que la question des moyens.
Le rôle de la philosophie, c'est de rappeler la question des fins. Là où une conduite irresponsable, donc forcément non maîtrisée, ne pose jamais la question des fins. À quelle fin produisons-nous plus? Et comment produisons-nous plus? Et n'obtenons-nous pas, ce faisant, des fins ou des effets qui n'étaient pas des fins, c'est-à-dire des effets que nous ne voulions pas? Voilà le genre de questions que la philosophie nous incite à poser. Prendre soin de sa pensée, c'est poser les questions qui doivent être posées pour être lucide dans notre monde. Je vous remercie de votre attention.